18 mars 1867, j'arrivais à Liverpool. Le Great Eastern devait partir quelques jours après pour New York et je venais prendre passage à son bord. Ce steamship est un chef-d'œuvre de construction navale. C'est plus qu'un vaisseau, c'est une ville flottante. Le roman « Une ville flottante » est le 8e roman de Jules Verne dans le cycle des voyages extraordinaires aux éditions Hetzel. Mais c'est le premier dont le voyage n'a rien d'extraordinaire. De plus, le nom de ce passager qui est le narrateur de cette traversée nous est constamment inconnu. Qui est-il? Aucun élément ne nous est donné. Ne s'agirait-il pas de Jules Verne lui-même? Car en effet, Une ville flottante est le récit, romancé, d'un véritable voyage réalisé cette même année 1867 par Jules Verne avec son frère Paul. La fiction et la réalité s'entremêlent d'ailleurs plus d'une fois, notamment lorsqu'il est question d'un Français du nom de Paul V. Point. Si le voyage n'a rien d'extraordinaire, le navire, lui, est extraordinaire. Le Great Eastern, symbole du gigantisme du monde industriel anglo-saxon. Un paquebot géant qui a réellement existé et dont toute la description qui nous est faite ici est d'ailleurs parfaitement exacte. Il s'agit du plus grand navire du monde, un titre qu'il conservera jusqu'à la fin du 19e siècle. Ses dimensions sont incroyables pour l'époque. Songez, 211 mètres de long. Il est alors 2 fois plus long que les plus grands paquebots transatlantiques contemporains. Un personnage clé apparaît rapidement, le capitaine Fabian McElwin, que notre narrateur croise avec surprise parmi les passagers. Un ami de longue date qu'il n'avait pas revu depuis plusieurs années. Fabian McElwin rappelle à son ami qu'il ne s'était pas revu depuis ce beau voyage commun fait dans les États scandinaves. La fiction et la réalité s'entremêlent de nouveau puisque ce voyage a été effectivement réalisé quelques années auparavant par Jules Verne lui-même avec 2 amis. Mais il est précisé que le capitaine Fabian McElwin apparaissait curieusement triste. Sa poitrine se gonflait régulièrement de soupirs. Il y avait évidemment dans sa vie un malheur. Fabian McElwin est accompagné d'un fidèle ami, le capitaine Archibald Corsican. Tous deux arrivent de Bombay où ils sont officiers dans le 22e régiment de l'armée des Indes. Notre narrateur se lie également d'amitié avec le docteur Dean Pitferge, un passager à la figure ironique. Il a déjà fait plusieurs traversées à bord de Great Eastern, qu'il connaît par cœur. Un original qui ne rêve que d'une chose, vivre un naufrage pour voir ce qui arrivera. Il est persuadé que plusieurs signes attestent que ce navire doit vivre un tel malheur. Aussi, il attend patiemment l'heure de la catastrophe. Il faut l'avouer, le docteur Dean Pitferge n'était pas rassurant. Était-il vrai qu'il suivit le Great Eastern dans toutes ses traversées pour assister à quelques catastrophes? Tout est possible de la part d'un excentrique, surtout quand il est anglais. Mais plus étonnant encore, Dean Pitferge est persuadé que ce navire est hanté lors des nuits profondes par une ombre. Il est vrai que le Great Eastern a une réputation contrastée. Il est un symbole et un échantillon de l'industrie humaine, écrit Jules Verne à son éditeur au moment d'arriver à New York. Jamais, affirme-t-il, le génie industriel de l'homme n'a été poussé aussi loin. Pour l'auteur des Voyages extraordinaires, c'est une 8e merveille du monde. Mais son existence est entachée de nombreux accidents et d'échecs commerciaux. La rumeur que le Great Eastern serait hanté est réellement affirmée à l'époque et Jules Verne se sert précisément de cette atmosphère pour mettre en scène cette légende. Cette traversée se révélera particulièrement éprouvante. Dès le moment du départ, au moment de hisser les lourdes ancres à l'aide d'un cabestan, un pignon de la machine cède, bousculant une 50aine de marins, dont 4 trouvent la mort. Plus tard, en plein milieu de l'océan Atlantique, le Great Eastern est pris dans un cyclone effroyable. La mer est monstrueuse, sublime spectacle que ce combat d'un colosse
contre les flots. Le commandant, par honneur, se refuse à changer la route de son géant qui se met pourtant à rouler épouvantablement. Mais soudain, un choc terrible se produit. Un formidable paquet de mer vient de frapper le navire, arrachant les pavois de bâbord et tordant des ferrures. Jules Verne nous rappelle ainsi que la puissance de la mer est infinie et que rien ne peut lui résister de ce qui est fait de la main de l'homme. Si puissant qu'il fût, le géant doit désormais fuir la tempête. Ce navire est comme un morceau de l'Angleterre, avec une mini-société représentative constituée de 1200 à 1300 voyageurs. La vie à bord de ce paquebot est décrite avec ses animations, composées notamment de nombreux concerts. L'occasion rêvée pour Jules Verne de s'amuser à décrire les comportements de certains de ses passagers, tout particulièrement ces Américains, parfois sans gêne, hommes d'intelligence et d'action, un peu trop influencés par leur révérend, mais qui ont le tort de ne pas mettre la main devant la bouche quand ils éternuent. L'un de ces passagers se fait également remarquer de façon désagréable. Cet Anglais, du nom d'Harry Drake, imbu de lui-même, à la réputation détestable, est un débauché qui allait probablement en Amérique tenter une vie d'aventure. Seul un couple de jeunes gens trouve finalement grâce aux yeux de Jules Verne dans toute cette société. Un jeune homme de 22 ans et une jeune fille de 17 ans. Deux fiancés qui n'attendent que leur arrivée à New York pour se marier. Ils viennent de faire le tour du monde, avec l'autorisation de la famille. Et ils savent maintenant qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils passent souvent le temps, penchés au-dessus des machines, à compter les tours de roue qui ne marchent pas assez vite à leur gré. L'amour se révèle être d'ailleurs la seule cause à ce voyage pour le capitaine Fabian McElween. Voilà ce qu'apprend son ami le capitaine Corsican à notre narrateur. Il y a 2 ans, Fabian McElween se croyait être le plus heureux des hommes après avoir rencontré une jeune fille charmante, Miss Helen Hodges. Il l'aimait, il en était aimé et rien ne semblait s'opposer à un mariage. Mais le père de la jeune fille préféra donner la main de sa fille au fils d'un négociant de Calcutta pour des raisons liées à des négociations commerciales. Fou de désespoir, Fabian McElween avait décidé de prendre 1 an de congé pour voyager à travers le monde et tenter ainsi de changer ses idées. Mais un soir, alors que nos amis se promènent sur le pont, une forme fantomatique apparaît, telle que l'avait affirmé le docteur Dean Pitferge. Le navire serait-il donc bien hanté? Mais ce fantôme se révèle être en réalité bien vivant. C'est une femme que la folie semble avoir possédée. Le doute se lève progressivement. Cette folle est Hélène, la fiancée de Fabian McElween, entraînée en Amérique par son mari, ce débauché Harry Drake que nous avons rencontré précédemment. La pauvre jeune femme a donc perdu la raison, épouvantée d'avoir dû épouser un homme qu'elle déteste. La fatalité a donc réuni sur ce même navire ces 3 êtres. La confrontation entre Fabian McElween et Harry Drake devient inévitable. Un duel à l'épée va se produire alors que le navire mouille désormais au large de New York. Un ciel d'orage s'est formé et une épaisse voûte de nuages referme le ciel. De sourds grondements roulent à l'horizon et quelques éclairs éloignés se détachent sur l'épaisse voûte de nuages. Les épées s'engagent aussitôt. L'orage se déchaîne désormais dans toute sa fureur. Tout d'un coup, McElween laisse tomber son épée. Son regard prend une animation singulière. « Défendez-vous !» s'écrie Harry Drake, rugissant, prêt à se précipiter sur son adversaire. Mais lui aussi s'immobilise, stupéfait. Hélène est apparue, les mains tendues, s'avançant vers les combattants. « Vous !» s'écrie Harry Drake s'adressant à Hélène. « Vous, ici !» Son épée haute frémit,
Et dans cette atmosphère orageuse électrique, sa pointe est en feu. On eût dit le glaive de l'archange Michel dans les mains du démon. Tout à coup, un éblouissant éclair. Une illumination violente enveloppe cette partie du navire. Harry Drac est foudroyé, pétrifié, restant dans la même position, le visage noir. Hélène, s'approchant de Harry Drac, plein d'une céleste compassion, pose la main sur son épaule. Ce léger contact suffit pour rompre l'équilibre et le corps de Drac tombe comme une masse inerte. Comment se termine le roman ? Hélène retrouvera-t-elle la raison et son union pourra-t-elle être envisagée de nouveau avec Fabian McElwin ? Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même la suite de ce roman avec la poursuite de cette aventure jusqu'aux chutes du Niagara, tout comme l'avait fait dans les mêmes conditions Jules Verne. Le narrateur du roman utilise d'ailleurs à New York le même hôtel que celui de Jules Verne, le Fifth Avenue Hotel. Ce même hôtel dans lequel se trouvait le professeur Aronnax au début de l'aventure de 20 000 lieues sous les mers. Quant au docteur Dean Pitferge, déçu de n'avoir pu vivre la catastrophe qu'il avait espérée sur le Great Eastern, il continuera à voyager sur différents navires, espérant faire enfin le voyage dont on ne revient pas. 8 mois après son retour en France, notre narrateur reçoit une lettre couverte de timbres multicolores et qui commençait par ces mots. À bord du Corinthi, récif d'Auckland. Enfin, nous avons fait naufrage. Jamais je ne me suis mieux porté. Très cordialement, votre Dean Pitferge. Une ville flottante est publiée 3 ans après le voyage de Jules Verne, en 1870, en feuilleton dans le journal des débats, puis aux éditions Hetzel en juillet 1871. Jules Verne est alors dans la rédaction d'un voyage scientifique. 8 ans après le succès de 5 semaines en ballon, cette nouvelle aventure va de nouveau nous entraîner en Afrique, en compagnie de 3 Russes et de 3 Anglais.